Bonjour à tous, merci d'être avec nous. La planète se réchauffe. Comment on s'y prépare? Voici donc une nouvelle table ronde pour vous aujourd'hui, ici en public, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On est heureuse de vous retrouver avec les invités de la grande table des idées pour cette occasion. On va vous parler d'un genre littéraire qu'on appelle aujourd'hui la CLIFI. En anglais, climate fiction, en français ça marche aussi, la fiction climat ou la climat-fiction, comme on avait jusqu'ici la science-fiction d'ailleurs, ce sont, tels que l'a théorisé son inventeur, ce sont quand même des genres jumeaux. Il a été inventé ce concept, ce mot, par l'américain Dan Bloom il y a moins de 10 ans, la CLIFI comme un genre littéraire qui traiterait du changement climatique par l'anticipation ou au présent, mais toujours les deux pieds dans le réel. En fait, lui dit Dan Bloom que cette fiction climat s'est inventée toute seule, que de la disparition des espèces, aux inondations, aux vagues de chaleur, aux réfugiés climatiques, on y est déjà dans cette fiction climat. Alors quand et pourquoi cette climat-fiction a-t-elle pris son envol? La littérature, ou plus généralement la fiction, peut-elle assurer une fonction d'alerte? Comment la science-fiction est-elle devenue le nouvel espace de la fiction écologique? Et en quoi, surtout, le futur peut-il nous aider à mieux habiter notre présent? On va en parler avec nos trois invités. Tout d'abord, l'écologue Anne-Caroline Prévost, directrice de recherche au CNRS, responsable du comité de science-fiction de l'Institut de la transition environnementale. Vous avez co-dirigé Le souci de la nature aux éditions du CNRS avec la philosophe Cynthia Fleury. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Cyril Dion, réalisateur de Demain, le film aux millions d'entrées, on compte plus les héros, César du meilleur documentaire en 2016, suivi Cet hiver d'après-demain, diffusé sur France 2. Vous êtes l'auteur par ailleurs d'un petit manuel de résistance contemporaine paru l'été dernier, où vous proposiez de nouveaux récits pour transformer le monde. Vous êtes enfin le cofondateur du mouvement Colibri avec Pierre Rabhi. Bonjour. Avec nous aussi un auteur génial et visionnaire de bande dessinée, Enki Bilal, qui dès 2009 a placé la question climatique et ses dérèglements au cœur de sa trilogie du coup de sang, et qui était paru chez Casterman. Alors on attend impatiemment, surtout aujourd'hui, le livre 2 de Bug au printemps prochain, la suite de cette nouvelle aventure que vous avez commencée et dont vous étiez venu nous parler à la grande table il y a un peu plus d'1 an et demi. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Enki Bilal, et la bande dessinée, puisque vous êtes avec cette pratique aussi du dessin de plein pied dans la fiction et ces scénarios que vous écrivez. Après la tétralogie du monstre, vous avez quitté le XXe siècle, la chute du communisme, les fanatismes religieux, pour entrer avec une nouvelle trilogie dans le XXIe siècle, en estimant que l'environnement, que la planète était le sujet qui comptait déjà aujourd'hui. D'où vous est venue cette intuition, cette prise de conscience? Cette prise de conscience, je l'avais depuis pas mal de temps, mais j'étais effectivement occupé par l'obscurantisme religieux, par la fin des idéologies, et il fallait régler ce problème. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne par étapes. Et lorsque le 11 septembre est arrivé avec sa cohorte d'images cauchemardesques, avec cette violence incroyable, et qui signait le début d'un siècle nouveau, avec notamment ce danger obscurantiste que moi j'avais vu apparaître au milieu des années 90, avec les talibans. En Afghanistan, tout était écrit, tout commençait à s'écrire à ce moment-là. Je savais que l'histoire venait d'assécher complètement ma thématique et qu'il fallait que je me tourne vers autre chose. Et cette autre chose, c'est évidemment la planète, parce que la fragilité, le retard de prise de conscience de la fragilité de la planète, occulté sans doute effectivement par une actualité très violente, très permanente, politique, idéologique, géopolitique et religieuse maintenant. Tout ça a fait qu'avec les temps courts du politique, on a accumulé des erreurs, on a accumulé de retard. Et lorsque j'ai regardé, c'est un regard prospectif simple, se dire comment va vivre la planète, comment l'humain va se comporter dans les décennies qui viennent, dans ce nouveau siècle, c'est la planète qui m'est apparue comme la plus fragile, et que ne pas s'occuper de la planète, c'était ne pas s'occuper de nous-mêmes. Alors, voilà, pour parler d'un tel sujet, évidemment, il y a plusieurs optiques, plusieurs façons, plusieurs focales de l'aborder. J'ai choisi la fable, donc c'est une fable, c'est quelque chose d'assez irréel, mais
on était de plein pied dans l'après-crise de coups de sang, notamment, de la planète, qui se comporte comme un être humain et qui tape du poing sur la table et qui dit aux hommes, on recommence. Et on peut dire, à tous les trois d'ailleurs, que la Cliffy, ce genre littéraire, est quand même un type de fiction qui colle extrêmement bien à l'époque et à l'esprit de l'époque aussi. Anne-Caroline Prévost, pour affronter la crise à venir, il faut, et ça vous êtes tous d'accord, il faut trouver de nouvelles pistes, il faut trouver de nouvelles idées, il faut aussi peut-être changer nos représentations pour produire de nouveaux récits. En quoi le passage pour vous par la science-fiction, Anne-Caroline Prévost, peut s'avérer être le plus court chemin pour y parvenir? Et je dis ça parce que vous travaillez avec des étudiants sur ces questions-là. Vous leur demandez d'adopter ce genre de la science-fiction, d'écrire pour tenter d'imaginer quel pourra être notre futur sur cette question de la biodiversité et de l'environnement. Oui, bonjour. Effectivement, ça fait vraiment très 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 longtemps que les scientifiques et puis bientôt et maintenant les politiques savent qu'il y a un problème et essayent d'alerter tout le monde, et ça ne marche pas. Donc la science toute seule, en fait, elle ne marche pas. Et l'idée de cette idée de passer par un comité science-fiction, c'est Sorbonne Université, ça a commencé l'année dernière, c'est d'essayer de fournir un cadre à des jeunes adultes pour sortir des normes et sortir de tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits et quand ils sont à la fac aussi, à l'université, pour essayer d'inventer et d'être capables d'inventer des choses auxquelles ils n'auraient même pas pensé. Et donc pour ça, on organise, pour ceux qui veulent, des ateliers avec des artistes, donc des auteurs de science-fiction. L'année dernière, c'était Laurent Clotaire, cette année, c'est Léo Martin. Mais aussi avec des ateliers corporels, de théâtre, de dessin, de graphisme, pour faire en sorte que la majorité des étudiants qui participent à ces ateliers puissent sortir d'eux-mêmes et inventer des choses auxquelles nous, scientifiques, on n'aurait pas pensé. Et alors vous dites pour penser autrement, mais aussi pour prendre conscience, est-ce à dire pour vous que le réel n'est pas suffisamment alarmant, voire alarmiste, aujourd'hui, pour qu'il en faille en passer par la fiction, qu'il faille confier aux auteurs, aux artistes, le soin de vous alerter aujourd'hui? Il est peut-être beaucoup trop alarmiste pour qu'il faille passer par la fiction. Peut-être au contraire que tous les messages qu'on a et qui nous arrivent depuis maintenant quelques années sont tellement énormes qu'on a du mal à s'en sortir et à intégrer tout ça, sans passer par l'imaginaire, les émotions beaucoup, les affects, les corps. Et puis aussi peut-être parce que on est depuis plusieurs dizaines d'années en train sans doute de se séparer ou d'oublier qu'on fait partie du monde vivant et d'oublier quelle est notre raison d'être, en fait, notre relation et toutes nos relations avec les autres, qu'ils soient humains ou non humains. Et du coup, passer par la fiction, ça permet aussi de sortir de ces cadres très normés qui disent qu'on a tendance à intégrer dans notre propre identité comme étant quelque chose de unique et absolument intouchable, auquel cas, oui, c'est ça. Et donc, passer par l'émotion, la fiction, l'imaginaire, permet, j'espère en tout cas, de dépasser tout ça. Alors Cyril Dion, vous avez essayé et analysé le sens et le poids de l'action individuelle. Vous avez essayé et analysé le sens et l'effet d'une action collective. Vous en avez d'ailleurs déduit ou conclu qu'il ne fallait pas ni l'un ni l'autre, mais conjuguer ces deux formes d'action, mais qu'il fallait surtout leur rajouter une troisième dimension, qui est celle de la construction de nouvelles fictions. Quel sens vous donnez-vous à ce mot de fiction ? Pour moi, la fiction ou les histoires, c'est notre activité principale en tant qu'être humain. C'est pas moi d'ailleurs qui le dit, Nancy Houston l'a théorisé dans un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Harari le dit à longueur de livre, là, dans ces 3 livres qui ont eu beaucoup de succès. Yuval Harari, l'historien. Voilà, qui a écrit Sapiens, Homo Deus, et là, 21 leçons pour le XXIe siècle, qui est un titre assez modeste. Et finalement, c'est notre activité qui consiste à donner du sens aux éléments. C'est-à-dire qu'on vit un certain nombre de choses, on est témoin d'un certain nombre de faits, on les agence d'une certaine façon, on y apporte un éclairage, un point de vue, et ça construit une histoire. Donc il y a des fictions qui sont assumées comme telles, c'est-à-dire qu'on assume le fait qu'on raconte une histoire et que cette histoire provient de notre imagination, et il y a des fictions qui sont, entre guillemets, un peu malgré nous.
C'est-à-dire qu'on passe notre temps, quand on se présente à quelqu'un, on raconte une histoire, quand on construit des structures sociales, on raconte une histoire. C'est exactement ce que vous disiez à l'instant. Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à remettre en question finalement la question du capitalisme ou la question du néolibéralisme? Parce qu'on a toutes les peines du monde à se rendre compte que c'est une histoire, que c'est une fiction, que c'est une entente entre nous. Le fait qu'il faille de la croissance économique pour garantir la prospérité des êtres humains sur la planète, c'est une fiction, c'est une entente, c'est un système que nous avons décidé de mettre en œuvre collectivement. Et si vous allez demander aux Indiens qui vivent dans la forêt amazonienne si pour eux c'est une vérité fondamentale, évidemment que non. Ils n'ont pas besoin de croissance économique pour vivre. Donc, si on regarde la réalité sous cet angle-là, on peut se dire qu'on est victime aujourd'hui d'une fiction qui est devenue dominante, qui a gagné la bataille des récits. Qui est certainement... qu'on est victime de désorientation systématique. Exactement. Pour moi, le capitalisme financiarisé, c'est une fiction qui a gagné, entre guillemets, la bataille des récits. Qui a gagné contre le communisme, qui a gagné contre la monarchie. Qui était des fictions aussi. Qui étaient des fictions aussi, absolument. Le communisme et le capitalisme, absolument. Au XXe siècle, c'était deux grandes histoires fantasmées, folles. Exactement. C'est pour ça que je dis que le capitalisme a gagné la bataille des récits contre les autres récits. Et ça c'est Harari qui le dit, si on veut engager des millions de personnes, la coopération de millions de personnes pour construire une société différente, on a besoin d'un autre récit. Parce que sinon on reste emprisonné dans celui-là et on essaye d'apporter des petits ajustements à l'intérieur d'un récit qui, de toute façon, est plus fort que nos petits efforts individuels. Alors, ce qui est intéressant aussi, et peut-être un peu paradoxal, c'est que l'essor de ce genre, de ces fictions, qu'elles soient entendues comme des récits à votre manière, Cyril Dion, ou comme de la vraie fiction, de la fable, comme évoqué à l'instant Enki Bilal, le paradoxe, c'est que l'essor de ce genre, de la climat-fiction, intervient aussi à une époque que vous considérez et que vous avez analysé comme frappée d'amnésie. Anne-Caroline Prévost et vous, Cyril Dion, frappé d'une forme de déni. Alors, comment expliquer cela? Est-ce que ça va forcément de pair, cette idée-là? Anne-Caroline Prévost. Effectivement, comme l'a dit Cyril, je pense qu'on vit dans un récit ou dans une fiction collective qui est notre mode de vie actuellement et notre vision, ce qu'en science on peut appeler le paradigme social dominant. Et cette façon de voir le monde nous met tout à fait à l'extérieur du monde naturel et rentre en fait, voilà. C'est le psychologue Peter Kahn qui avait théorisé le concept d'amnésie environnementale générationnelle dans les années 2000. Et il disait qu'en fait, et ça c'est surtout lié à des mécanismes psychologiques de développement, on se crée potentiellement notre identité au fur et à mesure de notre développement et d'enfant, et quand on devient adulte, quand on est jeune adulte, on a un système de référence de ce qui est bien, de ce qu'on considère comme étant le bon état du monde. Et Peter Kahn disait, de génération en génération, les enfants se développent ou grandissent dans des environnements qui sont à la fois de moins en moins riches en expériences possibles avec la nature, non humaine, et puis aussi dans un mode de vie qui fait qu'on va de moins en moins avec. Et du coup, ils se créent leur état de référence de ce que c'est une bonne état de nature et ce que c'est qu'un bon état des relations qu'ils ont avec, qui est de plus en plus faible et de plus en plus pauvre. Mais ils ne se savent pas que leur vision de référence, c'est pas la même que celle de leurs parents, que celle de leurs grands-parents. Et c'est en ça qu'il appelle l'amnésie. Et il dit c'est très très grave, parce que du coup, on ne sait pas comment on peut y aller, puisqu'on n'a jamais l'impression, il n'y a plus de référence, on n'a jamais l'impression que c'est très grave en fait, de génération en génération. Voilà, et cette amnésie environnementale générationnelle, Cyril Dion va avec le syndrome de l'autruche, qu'a analysé le philosophe américain George Marshall dans un livre que vous avez préfacé pour Actes Sud. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il a enquêté, il est allé rencontrer différentes personnalités, d'ailleurs des personnalités proches de l'environnement qui travaillaient pour, mais aussi des climato-sceptiques, des industriels, pour tenter de comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment notre cerveau est formaté par nos représentations, par notre perception de la menace, par aussi tous les points aveugles de notre psyché personnelle et collective. Et alors, qu'en a-t-il déduit au sujet de ce déni, qui est un refuge aussi?
Ce qu'il dit, c'est qu'on a dans notre appareil cognitif deux dimensions, une dimension rationnelle et une dimension émotionnelle. Et que pour qu'une information soit intégrée de façon complète, elle a besoin de passer par les deux dimensions, émotionnelle et rationnelle. Si je me contente de vous parler du changement climatique de façon très scientifique, avec des données assez rébarbatives, il y a de fortes chances que ça reste une idée, un concept quelque part, et donc que ça ne nous touche pas. Et si ça ne nous touche pas, ça ne nous émeut pas, et donc ça ne nous met pas en mouvement. Si je me contente d'agiter de la peur, du catastrophisme, en expliquant qu'on va tous mourir à cause du changement climatique, le cerveau va chercher une confirmation dans la dimension rationnelle, c'est-à-dire il va se dire, est-ce que cette émotion qui me saisit a un fondement rationnel? S'il n'y a pas de preuve qui est apportée, l'information va être rejetée. Et si une preuve est apportée, là en l'occurrence pour le changement climatique, ça devient extraordinairement grave. Et ce que dit le philosophe Clive Hamilton, c'est que d'une certaine manière, on devient tous climato-sceptiques parce que l'ampleur de la nouvelle, l'ampleur émotionnelle et rationnelle de ce qui nous attend, si la catastrophe écologique se poursuit à ce rythme-là, est tellement énorme qu'on ne peut pas la gérer. Donc d'une certaine manière, c'est un mécanisme de survie, de défense, comme des enfants qui vivent un événement traumatique dans leurs premières années, que de mettre ça de côté, de ne plus y penser et de continuer à vivre. Et d'une certaine manière, moi je me considère tout à fait climato-sceptique dans plein de moments de ma vie, pour pouvoir continuer à fonctionner, pour ne pas devenir fou. Mais ce qui se passe, juste pour terminer là-dessus, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que des fictions émergent? C'est que la dimension sensible reste là. Et que ce que nous percevons du monde, ce qui nous touche, ce qui nous préoccupe, ce qui éveille nos sens, cherche à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et en règle générale, dans une société, qui est vecteur de ça en premier? Les artistes, qui essaient de transcrire ces sentiments à travers des histoires, à travers des peintures, à travers de la musique. Et c'est ce qui est en train de se produire, et c'est absolument naturel, à mon sens. Enki Bilal, vous avez aussi conscience, vous, en choisissant cette forme d'expression qu'est la bande dessinée, mais aussi le cinéma, de pouvoir jouer avec ces différents leviers qui ne sont pas que rationnels, mais aussi psychologiques et émotionnels surtout. C'est peut-être là le champ d'action le plus efficace. Avant d'être auteur, je suis l'acteur de cette société, de ce monde, et ce que tu viens de dire est très, très important. L'ampleur de la catastrophe, entre guillemets, annoncée, l'ampleur des dégâts est telle que, moi, ça me fait penser finalement à l'humain qui n'arrive pas à concevoir l'immensité de l'univers. Face à l'immensité de l'univers, on est totalement démunis. Si on ne s'intéresse pas un peu à la logique de la cosmologie, on est perdu et on ne regarde, on ne voit plus que ce qu'il y a autour de soi. Il y a un petit peu de cette notion-là lorsqu'on est face à ce dérèglement climatique qui ne date pas d'hier, mais qui date vraiment quand même du XXe siècle. Hein. C'est le XXe siècle qui a été le siècle qui a amené, a accéléré totalement cette dérive funeste, on va dire. Et donc c'est l'auteur que je suis. Moi j'ai besoin plutôt que d'aller chercher dans le réel et dans les preuves scientifiques, je préfère m'en passer d'une certaine façon pour réinventer des choses illogiques, des choses qui vont très très loin et qui produisent cette notion de fable, mais qui en même temps sont dans le questionnement essentiel, à savoir, mais qu'a-t-on fait et que fait-on aujourd'hui? Le décalage c'est pour ça que je pense que l'art est d'une part extrêmement, couvre un champ d'action assez immense aujourd'hui. Hein. Avec les nouvelles technologies, on arrive en plus à avoir des nouveaux outils qui ne sont pas tous maîtrisés encore, mais plus on va interroger notre futur proche, plus on va se poser des questions sur le futur. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment une forme de responsabilité de sa propre vie, savoir que va devenir ma vie, quel type de travail je vais faire demain. Ah ben, je ne vais pas faire des études pour faire qu'un seul travail, je vais en faire plein, des métiers forcément. Je vais m'adapter. Et là, on commence à inventer quelque chose. Et il est assez symptomatique que la science-fiction soit devenue tout d'un coup fréquentable, alors qu'il était infréquentable. C'était considéré comme un genre mineur, comme un genre c'est de l'imaginaire. L'imagination,
la France est un pays qui a une culture sublime, qui est basée sur le verbe, et qui est le verbe, en plus magnifique verbe, et ici on est bien placé pour l'entendre. Mais l'image a toujours, comment dire, eu une espèce d'image, j'allais dire, un peu dégradée, dégradante. L'imaginaire, c'est pour les enfants. Lorsqu'on grandit, on n'imagine plus. On travaille, on réfléchit, on conçoit. Or, l'imagination, c'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et la science a besoin d'imagination. On a des fous maintenant, on a Elon Musk. Mais ça, il fait du bien, Elon Musk. Tout fou qu'il est. Anne-Caroline Prévost. D'ailleurs, j'attends vraiment bien ce que vous dites, parce que justement, dans cette histoire de comité science-fiction, l'idée, en fait, c'est un truc à deux étapes. Donc la première étape, c'est de créer des récits et des imaginaires hors cadre scientifique. Et la deuxième étape, c'est de redonner ces imaginaires à des scientifiques, qu'ils soient de n'importe quelle science sociale ou science de la nature ou science physique, pour que eux les relisent, les relisent ou les regardent ou les écoutent, et avec à la fois leur catégorie émotionnelle de personnes et puis leur cadre normatif et rationnel de scientifiques, ils fassent émerger des questions que la recherche pourrait travailler à partir des imaginations dans le premier état. Et donc peut-être, ça c'est tout nouveau, ça n'a pas encore été fait jusqu'au bout, mais j'espère que ça va... je serais intéressée par avoir votre avis après, pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, parce que c'est vraiment une initiative, je pense, originale et qui mérite d'être déployée. Ça se produit déjà dans une certaine mesure. En tout cas, Mohamed Younous, qu'on interviewait dans Après-demain, disait que la science s'inspirait beaucoup de la science-fiction depuis un certain nombre d'années. Quand on regarde, par exemple, il disait, regardez les smartphones, regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que Elon Musk fait, c'est des choses qui étaient dans des films de science-fiction il y a quelques années. Quand on est allé sur la Lune, c'est assez frappant de voir que depuis Jules Verne jusqu'à toutes les adaptations qui ont été faites au cinéma de son roman ou qui s'en sont inspirées, il y a toute une continuité d'imaginaire qui a ensuite donné envie à des scientifiques, à des ingénieurs, à des politiques de dire « allez, faisons-le ». Et c'est de ça dont on a besoin aussi aujourd'hui. Alors Mohamed Younous, c'est monsieur Microcrédit. Justement, sur ces rapports entre la science et la fiction, la recherche scientifique, vous le dites, Anne-Caroline Prévost, ne peut pas tout. Pourquoi? Est-ce que c'est aussi sur une autre temporalité que ça se joue par rapport à la fiction? Il y a une vision qui est plus court-termiste pour la science, la recherche scientifique aujourd'hui, et la fiction peut permettre de passer à un cap supplémentaire avec une vision à plus long terme de ce que pourraient être les effets de ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors je ne suis pas sûre que tous les scientifiques soient d'accord avec l'idée de court-termisme, mais par contre, là où ils peuvent jeter les tomates. Par contre, je vais peut-être me faire encore plus d'ennemis en disant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les scientifiques, malgré dont je suis, malgré l'utopie de neutralité et d'objectivité, sont quand même aussi dans un système de pensée qui est le leur et qui est le fait que nous, scientifiques, nous avons été éduqués, nous avons appris un peu toutes la même chose. Et donc oui, les scientifiques ne peuvent pas tout parce que dans aussi, la science avance ou la recherche avance pas à pas. Oui, tout à fait. En plus, la science avance pas à pas, on est obligé... la façon de faire, c'est qu'on se base sur ce qui est déjà fait pour continuer à faire progresser la connaissance au niveau international. Et en plus, les nouvelles idées scientifiques, les nouvelles idées, les idées folles qui peuvent arriver, parce que ça arrive, heureusement, ont du mal à intégrer et à être validées par la communauté scientifique dans son ensemble, sous forme de publication ou autre chose, parce que justement, c'est trop nouveau. Et donc, on peut pas... moi, personnellement, je pense qu'il ne faut absolument pas considérer la science comme le seul processus qui va nous permettre de changer le monde. Ça a montré que ce n'était pas le cas. Donc, et alors, est-ce que les auteurs ont aussi recours à la science? Vous avez dit, avec Bilal, que la régression culturelle vient du fait que l'on montre le monde tel qu'on le veut. On fabrique du faux, on fabrique du fake. C'était dans Diacritique en 2016. C'est vrai que souvent, quand on veut alerter, on joue un peu l'effet de loupe, on grossit un peu le trait, on déforme aussi un peu la réalité ou les faits, c'est une question. Quel rapport vous entretenez à la vérité, qu'elle soit scientifique ou pas, Anne Bilal?
c'est pas forcément une réflexion, c'est une concentration sur la thématique. Moi, je suis effectivement, naturellement, ça doit être dans mes gènes, j'ai plus de propension à m'intéresser à ce qui va m'arriver à un futur proche. Je vis le présent comme un moment essentiel, avec vigilance, mais avec plaisir aussi, et je garde du passé le strict nécessaire. J'ai une capacité d'abrasion assez terrifiante sur le passé, et je me contente de cette zone-là temporelle qui est confortable. Alors, je dirais que l'intuition joue un rôle très important. Et je pense que dans l'art, l'intuition, c'est très très important. Trop de réflexion, trop d'analyse au préalable, en amont, risque de tuer ou tue. Je m'en suis rendu compte déjà, parce que je me documente trop sur une thématique, je deviens prisonnier de cette thématique. J'ai les mains liées, j'ai l'imaginaire lié. Donc je décide de prendre la liberté totale et je fabrique un univers qui est plausible, avec des aberrations telles que finalement on se dit, bon bah ça fait partie des aberrations libres de l'auteur, mais en même temps ce qu'il a conçu comme cadre est plausible. Donc c'est cette plausibilité-là qui fait que tous mes thèmes sont raccordés à ce que l'on vit, et ce qu'on a vécu dans un futur, dans un passé proche. Me poser des questions sur... je parlais des talibans tout à l'heure, parce que j'ai lu sur les talibans au milieu des années 90 en Afghanistan. Cette lecture m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et donc j'ai bâti un univers plausible qui malheureusement s'est trouvé vérifié 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. Et ça, je pense que nos systèmes politiques, y compris nos intellectuels, ils auraient pu le prévoir. C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Alors, peut-on agir en amont? C'est-à-dire qu'on aurait pu les empêcher pour autant, ça voilà, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Mais, donc on n'est jamais, enfin je suis toujours très surpris par l'état de sidération qui nous prend. Même ces terribles attentats du Bataclan, etc., l'état de sidération normal, naturel, mais à la réflexion, tout ça a été écrit. Alors, puisqu'on parle de climat et qu'on sait quand même depuis pas mal de temps qu'il est déréglé, qu'il se dérègle. Pourquoi il se dérègle? Voilà, je trouve que la prise de conscience est tardive. Enki Bilal, premier invité de ce forum France Culture, ici en direct du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec à nos côtés aussi l'essayiste et militant Cyril Dion et la chercheuse Anne-Caroline Prévost. On s'interroge donc sur le réchauffement climatique aujourd'hui et surtout la manière dont on pourrait s'y préparer. Peut-être avec vous, Cyril Dion, sur cette question des faits, de la vérité, de la réalité, vous qui avez aussi bien constaté que nous avions l'habitude de vivre dans une situation où on se disait c'est comme ça, qu'on sait que la plupart des choses qui nous entourent sont un état de fait, une réalité sur laquelle nous n'aurions pas la main d'une certaine manière, et qu'il fallait aussi réfléchir à ce que vous nommez l'architecture de nos vies, c'est-à-dire ces récits aussi qui nous entourent. Comment peut-on en imaginer de nouvelles fictions, de nouveaux récits, sans travestir pour autant le présent et la réalité dans laquelle nous vivons? Mais c'est une question qui rejoint votre précédente question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a différentes démarches, et y compris chez les créateurs ou chez les artistes. Moi je suis aussi romancier, là je suis en train de terminer un scénario d'un film de fiction, d'un film d'anticipation. Et je pense qu'il y a un choix qu'on fait dans la façon dont on agence la réalité des faits ou non. Par exemple, quand on a fait Demain, on a été chercher des histoires qui sont véridiques à chaque fois, donc sous une forme plutôt documentaire, mais on a apporté un point de vue qui était malgré tout restrictif sur ces initiatives. On n'a pas donné la parole à des personnes qui ne sont pas d'accord, on n'a pas montré tout ce qui ne marche pas dans ce qu'ils font, on a montré une certaine dimension de ces initiatives, on les a accolées les unes avec les autres, on a construit du sens, on a construit un récit, avec l'intention délibérée que les personnes qui vont au cinéma se disent « Ah mais oui, la réalité pourrait ressembler aussi à ça. On pourrait vivre de cette façon et a priori ça pourrait fonctionner. »